À la faveur du Salon africain du livre qui vient de se tenir à Paris, je reçois Christian Kader Keita, auteur de Yoro, le pêcheur dans la tragédie du chemin de fer Congo-Océan, un récit sur l'engagement social et culturel d'un homme au cœur d'un chantier titanesque au nom du capitalisme et qui coûta la vie à des milliers d'ouvriers venus des quatre coins du continent. Christian Kader Keita, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce le devoir de mémoire qui vous a conduit à mettre en lumière, près de 50 ans après sa disparition, votre arrière-grand-père, Yoro Thiam, pêcheur de son état, mais dont le rôle dans la construction du Congo moderne a été capital? Je vous dirais que j'avais 9 ans. Et puis, dans la cour de la maison familiale, il y avait une maquette de train. Yoro, qui est un pêcheur, on aurait plutôt attendu qu'il ait une pirogue ou des filets comme totem ou comme effectivement souvenir de son passé. Mais là, il y avait une maquette, une belle maquette, toute rutilante d'ailleurs, parce que chaque 25 août, on refaisait le ménage, on entretenait cette maquette. Et j'ai demandé à mon grand-père de m'expliquer pourquoi. Et je crois que j'étais l'une des rares personnes, effectivement, à m'interroger, parce que je pense que la mémoire, c'est important, surtout quand on a la chance d'avoir un grand-père comme celui-là, qui était, je dirais, le pivot même de la société, de la communauté, je dirais, ouest-africaine, qu'on appelait les Ndingari, les Ouara, au Congo-Brazzaville, et qui était également une personnalité, je dirais, dans la politique, puisque il était tout près de De Gaulle. Et vous avez vu des photos, je crois, dans le livre. J'essaie de mettre des photos pour montrer qu'il était tout près de De Gaulle. Il était tout près de Youlou, le premier président. De Gaulle, quand Brazzaville était la capitale de la France libre. Tout à fait, Denise, oui, la capitale de la France libre. Et mon grand-père était d'ailleurs venu au Congo comme français. Il était quasiment, puisqu'il était ramené au Congo par les Français, donc il était venu comme un citoyen français. Parce que né au Sénégal, hein, né au Sénégal, dans les 4 communes sénégalaises qui étaient françaises. Tout à fait, qui étaient françaises. Et quand il arrive au Congo-Brazzaville, il vient pour construire le chemin de fer. Donc, il quitte son métier de pêcheur, son métier d'éleveur, pour venir à Brazzaville pour construire un chemin de fer. Lui, il pense qu'effectivement, il vient construire quelque chose qui va aider la population congolaise. Parce que mon grand-père, dans l'âme, c'est un panafricain avant l'heure, puisque lui, il a été en Guinée, il était mauritanien, il était au Sénégal. Et là, il vient au Congo, il rencontre ses frères congolais, il se dit, nous allons faire quelque chose de positif. Et c'est après qu'il va découvrir que ce n'était pas tout à fait ce qu'il pensait. Ça a été l'horreur. Ouais. Alors, votre livre soulève plusieurs questions. La colonisation et sa perversité, parce que l'histoire se passe en 1921. Hein. L'exploitation du chemin de fer, pour lequel Yoro Thiam arrive au Congo, au profit du libéralisme capitaliste. La défiguration du milieu naturel dans la région de Mayombe et les conditions inhumaines de travail qui causeront la mort de plus de 200 000 ouvriers. Qu'est-ce qui vous a révolté le plus dans cette histoire qui est à la fois familiale et nationale? Vous avez tout dit. Effectivement, dans ce livre, on retrouve effectivement tous ces points, toutes ces problématiques. D'une part, l'allégorie du capitalisme, c'est-à-dire on voit ce que le capitalisme peut faire aux gens. Et effectivement, comment le capitalisme arrive à exploiter, à détruire l'humanité, au profit justement d'une poignée de personnes qui profitent derrière. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a aussi, je dirais, la façon dont l'homme noir a été considéré, le Congolais, l'homme africain et l'homme noir a été considéré dans cette opération capitalistique. Comment on a considéré l'homme noir, puisque vous savez qu'on a commencé à construire le chemin de fer sans matériel. Et ça ne posait aucun problème. À main nue. À main nue. Les nègres pouvaient creuser, les nègres pouvaient abattre les arbres, les nègres pouvaient monter des échafaudages entre eux. Et on n'avait pas besoin de matériel pour ça. Donc ça, c'était la première chose. Et c'était hyper révoltant. On a fait travailler des enfants qui avaient moins de 13 ans. Donc ça m'a révolté. Et puis vous avez également ce qui se passait pendant le colonialisme. Le colonialisme, à partir du moment où en France, on disait qu'on avait aboli l'esclavage, on se rend compte que sur ce chantier, quand vous analysez bien comment ça se passe, on est quasiment dans la même situation que les esclaves qui étaient dans le champ de coton, puisque les ouvriers qui y travaillaient n'étaient pas payés. Ils n'étaient même pas nourris.
Ils n'étaient même pas nourris. Et donc, ils mouraient. Et effectivement, quand quelqu'un mourait, on ne pouvait même pas pleurer parce qu'il fallait avancer. Et ceux qui pleuraient parce qu'ils reconnaissaient un membre de la famille se faisaient chicoter par les capitals qui étaient effectivement là. Donc, mon grand-père, il est complètement déçu. Il est complètement déçu parce qu'il découvre ça à l'intérieur, parce que lui, quand il vient, il a un rêve. Il dit, je vais participer à un grand projet, à un projet humain. Sauf qu'il oublie que derrière, celui qui l'a fait venir, qui s'appelle Albertini, qui était le directeur de ce projet, ben lui, il savait qu'il travaillait pour les concessions. Au cœur de votre histoire, il y a malgré tout une dimension humaine. Vous le rappeliez, votre grand-père Yoro Thiam était proche d'Albertini, qui était le directeur du projet titanesque de construction d'une ligne de chemin de fer longue de 885 km quand même à l'époque. Tout à fait. Il faut le faire, entre le Congo et Deauville, parce que c'est pour ça qu'on a appelé Congo-Océan. Ouais. Une construction pour servir des intérêts qui n'étaient pas ceux du Congo, pays d'adoption de Yoro Thiam. Tout à fait. Oui, alors c'est très, très marrant parce que le discours qui était tenu en ce moment-là, c'était « nous construisons pour le bien du peuple congolais ». D'ailleurs, si vous regardez, il y a des diffusions lors de l'inauguration de ce chemin de fer, le discours était très clair. Nous faisons ce chemin de fer, c'est bien pour les colonies, c'est le bienfait des colonies. Et là, on retrouve je dirais, le paradigme, est-ce que la colonisation a été un bienfait pour les Africains? Et effectivement, il suffit de regarder comment ça se passait pendant la colonisation pour se poser, pour avoir la réponse à cette question, est-ce que tout était bien pour les Africains? Mais sachez que ce chemin de fer, il a été construit uniquement pour ramener des matières premières vers l'Europe, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, Denise, vers Deauville ou alors Le Havre, qui étaient des ports qui recevaient effectivement ces produits. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut, quand on réalise, on se dit, nous-mêmes les Africains, est-ce que nous sommes conscients de cela? Vous savez que, Denise, moi, j'ai découvert cette histoire grâce à mon grand-père. Mais au Congo-Brazzaville... Elle n'est pas connue. Totalement méconnue. Totalement méconnue. Et il n'y a aucun effort qui est fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Pour la faire connaître. Pour faire connaître cette histoire. Alors, il y a eu quand même... les gens qui ont travaillé avec mon grand-père, et nous avons eu des Sahara, des Tchadiens, des Camerounais. Nous avons eu également... Des Mauritaniens aussi. Des Mauritaniens, des Sénégalais, des Béninois. Certains pensent même que la rumba, une partie de la rumba doit aussi son existence à ce moment-là, puisqu'on avait des gens venus de l'Afrique de l'Ouest, des popos qui effectivement dansaient dans les moments où ils pouvaient se reposer, quand ils pouvaient le faire. Donc c'est très important de voir que humainement, nous avons là un massacre humain qui se perpétue devant mon grand-père. Et tous les jours, il comptait au départ les morts. À un moment donné, les systèmes de comptage qu'ils avaient devenaient complètement inopérants. Donc, ils ont laissé. Massacre humain, mais aussi destruction d'une région, la région de Mayombe, qui a été détruite au nom du capitalisme. On est très loin des préoccupations écologiques qui, aujourd'hui, font que le bassin du Congo, qui est considéré comme le deuxième poumon écologique de la planète. On voit très bien comment aujourd'hui on est en train de dépenser énormément d'argent pour pouvoir, soi-disant, dans le bassin du Congo, faire effectivement une grande colonne verte, comme on dit. On dépense énormément d'argent, alors que le capitalisme nous a fait dépenser, nous a fait massacrer des troncs d'arbres qui étaient séculaires, qui dataient de plusieurs siècles. Et ça, c'est quelque chose qui montre bien, qui nous interroge sur... Et qui montre le paradoxe, en fait. Le paradoxe du capitalisme. Est-ce que nous allons continuer dans ce... Et les Africains peuvent inventer certainement une nouvelle façon de se développer, je crois, économiquement dans le futur. À la fin de cette aventure titanesque, Yoro Thiam, qui a survécu, contrairement à ses milliers de camarades, regagne sa vie de pêcheur. Quelle leçon vous tirez, quel enseignement vous tirez de ça? Ah oui, mais je pense que mon grand-père nous donne une très belle leçon, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il était pêcheur. Être pêcheur chez lui, c'était sa destinée. Sa famille était pêcheur, donc lui, il reprenait le métier de ses parents. Donc il s'est dit, je vais construire ma vie moi-même. Je ne veux pas toujours être dans la lignée. Je vais essayer d'être maître de mon propre destin, ce qui est normal, ce qui est totalement louable. Et quand il arrive, il choisit un métier qui n'est pas son métier. Il suit le colon, son Albertini. Ami, Albertini, qui lui dit viens, tu vas être chef de chantier, qui lui apprend le métier. D'ailleurs, il apprend très bien le métier et il arrive à être un très bon chef de chantier.
Mais finalement, il se rend compte qu'il n'était pas fait C'est pas fait ça. pour lui. Donc, il revient dans son métier de base. Et justement, c'était mon discours tout à l'heure. Je me disais, effectivement, nous, les Africains, après la colonisation, on a voulu copier le système de développement occidental. Peut-être qu'il faudrait bien qu'on réfléchisse aujourd'hui à revenir sur ce qui étaient nos valeurs avant, c'est-à-dire l'agriculture vivrière, comme on faisait avant, qui permettait de nourrir toute la population. Les gens ne mouraient pas de faim avant la colonisation, il faut le savoir. Et donc, mon grand-père nous montre bien, en revenant sur son métier de base, il retrouvait ses racines. Et moi, je pense que également, c'est un message pour toute l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, même comme c'est difficile, sachez que nous ne pourrons réellement avoir un progrès réel si nous reprenons nos racines et nous sommes maîtres de ce que nous commençons à faire pour savoir ce que nous allons finir. Parce que si ce que vous faites ne vous appartient pas, c'est très difficile d'être sûr de terminer ce que vous avez commencé à concevoir. Les ouvriers du chemin de fer Congo-Océan sont à l'origine de l'implantation d'une forte diaspora ouest-africaine au Congo, qui détient d'ailleurs un pan de l'économie congolaise. Pourquoi les appelle-t-on les Ouaras? Je pense que alors c'est toujours la bonne indication. Je n'ai pas l'explication réelle pourquoi on appelle les Ouaras ou les Nzingari. Je pense que c'est parce que la façon de parler des Ouest-Africains, français, quand ils parlaient français, ils avaient un petit accent, pour ne pas dire un vrai accent. Mais ça montre bien que l'immigration est d'abord intra-africaine. Donc là, on a vraiment une notion, et que cette immigration intra-africaine, elle est très bénéfique, parce que finalement, chacun amène sa spécialité. Elle est ancienne. Elle est très ancienne, et d'ailleurs, elle est même très, très importante aujourd'hui, si on voit bien. Et mon grand-père, quand il arrive au Congo, avec ses amis, et finalement, ici, il y a un appel d'air, c'est-à-dire que comme il est là, tous les Ouaras, tous les Sénégalais, les Mauritaniens, les Guinéens, quand ils viennent d'abord grâce à mon grand-père, et ils viennent voir mon grand-père, et il se trouve que ces gens-là ils ont l'étiquette de cousins pour nous, et ça devient une famille. Et c'est peut-être très intéressant, parce que même s'ils étaient des Guinéens, même s'ils étaient des Maliens, même s'ils étaient des Mauritaniens, le fait qu'ils soient ouest-africains, le fait qu'ils soient immigrés au Congo, ils avaient, je dirais, une certaine communauté, une certaine unité, et ils ne faisaient aucune différence entre eux. Tu pouvais parler Wolof, Peul, ça ne changeait rien, vous étiez des Ouaras. Et c'était l'identité. Christian Kader Keita, merci. Merci.